Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, un grand merci à vous d'être connectés pour suivre en streaming cette journée de rentrée de l'URIOPS qui est décidément pas comme d'habitude. En même temps, vous aurez remarqué que ces dernières semaines, à l'URIOPS, rien ne se passe comme d'habitude parce que l'URIOPS a décidé finalement de tenir le coup face aux contraintes sanitaires. On ne peut pas se réunir comme avant. C'est trop compliqué de vous inviter tous physiquement pour la journée de rentrée. Donc, l'URIOPS s'adapte. Il y a eu l'AG en distanciel, il y a eu un film réalisé. Et là, au lieu d'une journée de rentrée, on a une web émission de rentrée. Donc, on va être ensemble pendant 1h30 de débat, d'échange, de partage d'expériences, de ressentis aussi. Vous allez pouvoir y participer grâce au chat, puisque là, vous le voyez sur votre écran, il y a moi qui parle, et puis il y aura les invités dans un instant, et puis sur le côté, vous avez le chat. Vous avez pris l'habitude maintenant, évidemment, poser des questions, apporter vos commentaires, vos témoignages. Bref, on va tout faire, vraiment tout faire pour qu'on reste en lien. Moi, ici, j'ai ma tablette, je vais voir vos questions et je les relayerai. Ça, c'est pour la partie interactive. Pour le programme, cette journée de rentrée, cette web rentrée, pardon, je vais m'y faire. On va essayer, comme d'habitude, d'aborder tout un tas de thèmes différents, des thèmes qui vous préoccupent, on le pense en tout cas. Et puis, on va les mettre en perspective, on va échanger dessus. Mais dans un premier temps, qui dit rentrée de l'URIOPS, c'est donc un peu de nouveauté à l'URIOPS. Et sont déjà installés en plateau à mes côtés la nouvelle présidente Caroline Urbain à ma droite et la nouvelle directrice, mais que vous connaissez bien maintenant, à ma gauche, Peggy Janot. Bonjour, mesdames. Bonjour. Vous ne regardez pas la télé, regardez-moi. Voilà. C'est une petite mécanique à prendre, mais vous allez voir, ça va être vachement plus simple. Nouvelle gouvernance à l'URIOPS, puisque Caroline, vous avez été élue présidente, là, tout récemment, il y a quelques jours. Alors, on vous connaît, et ceux qui nous regardent, les adhérents, vous connaissent parce que vous étiez vice-présidente, très engagée déjà dans le mouvement, et vous avez voulu confirmer, voire même aller un peu plus loin. Bah oui, puisque je remercie effectivement les adhérents de l'URIOPS et puis le conseil d'administration de me faire confiance pour porter cette mission. Les raisons il y en a plusieurs, mais ça fait très très longtemps que j'ai l'occasion d'observer puis de travailler avec l'URIOPS. Quand je dis très très longtemps, c'est parce qu'avec Henri Noguez, nous avions travaillé sur les services à domicile auprès des personnes âgées. Puis ensuite avec Anne Postic. Et l'ancienne directrice, évidemment. Voilà. Et il est vrai que, ayant fait de plus en plus connaissance avec aussi bien l'équipe de salariés que le bureau et puis le CA, et compte tenu du fait qu'il semble qu'il y a un certain nombre de défis sociaux et sociétaux à relever, eh bien, voilà, voilà ici avec vous. J'y vais. Les priorités pour la nouvelle présidente et la nouvelle gouvernance de l'URIOPS, parce que qui dit nouvelle présidente, vous le savez, nouveau bureau, tout ça, il y a des gens nouveaux qui sont arrivés, on ne va pas tout détailler, mais c'est quoi les priorités politiques, stratégiques? Alors, les priorités, alors déjà, l'URIOPS est porté depuis le début par le fait de travailler à une société qui prend soin des personnes les plus fragiles, donc c'est une priorité, je dirais, c'est fondamental. Les priorités aussi, et Peggy l'exposera bien dans les effets de contexte, c'est qu'on est dans une société qui est bousculée, qui est mutante. Et la priorité, c'est effectivement d'accompagner et de valoriser toutes les actions, les innovations, les façons de faire de nos adhérents pour travailler à cette société plus juste et faire que les plus démunis soient parmi nous. Donc on lâche rien, en gros. On lâche rien. On peut le résumer comme ça. Mais c'est vrai que mettre en valeur tout ce qui est fait au jour le jour, je pense que c'est plus que jamais une priorité. Peggy Janot, cette web rentrée s'appuie, on va dire, sur la crise que l'on vient de vivre. On n'en est pas sorti, on est encore dedans, en fait, avec des effets post-crise. Ça vient irriguer quand même les enjeux du moment et les attentes du moment. On peut le dire comme ça, et c'est de ça dont on parle. Et le contexte, il est là. Oui, tout à fait. Cette web émission, elle répond aussi à un besoin et à un contexte sanitaire que nous traversons tous depuis 6 mois.
un contexte social particulièrement difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec vous et grâce à vous et grâce aux adhérents, on a envie de s'interroger sur les différents défis que nous avons à relever. La première chose, c'est la place des personnes concernées et donc des personnes vulnérables dans la gestion de cette crise et la question de la démocratie. La deuxième question aussi, je pense, qui est pour nous un défi, c'est la transformation de l'accompagnement, parce que c'est vrai que ces derniers mois, il a fallu faire face à l'urgence, mettre en place des outils particuliers et de voir dans quelle mesure ces outils répondent à un besoin et surtout le besoin des personnes concernées, encore une fois, qui est le cœur de notre action. Et puis le troisième enjeu et le troisième défi, c'est la visibilité de ce secteur et de ces associations, de ces acteurs, ces salariés qui, tous les jours, que ce soit de la petite enfance, de l'enfance, de la jeunesse, de la famille, mais aussi du grand âge, se mobilisent quotidiennement auprès des personnes les plus vulnérables et voir comment, ensemble, nous pouvons justement les valoriser. Et demain, et même aujourd'hui, puisque on sait que nous rentrons dans une deuxième phase, faire en sorte, ensemble, de vivre mieux la gestion de cette crise. Et puis très concrètement aussi, faire en sorte que ce que cette première vague a révélé comme attente, comme besoin, comme dysfonctionnement majeur, on ne va pas non plus se cacher derrière son petit doigt, comme gros dysfonctionnement, que ça ne se reproduise pas tant qu'à faire sur la deuxième vague. Il y a quand même cet enjeu-là. Oui, tout à fait, et que surtout l'accompagnement des publics les plus vulnérables ne perde pas en qualité et qu'on soit au plus près d'eux. Super, merci mesdames. Alors restez encore 2 minutes le temps qu'on fasse la transition, que je la fasse surtout. On va rentrer dans le vif, on va revenir du coup sur des thèmes que Peggy a évoqués ou que Caroline a évoqués. On a organisé cette émission par séquence, donc vont se succéder tout un tas d'intervenants membres de l'URIOPS ou adhérents de l'URIOPS qui vont nous partager leur expérience. On va parler de santé, on va parler d'innovation, on va parler de digitalisation, on va parler d'invisibilité et de visibilité, comme le disait Peggy. Je signale que nous avons un invité, un VIP, qu'a cité Caroline Urbain tout à l'heure et qui est là à distance, c'est Henri Noguès, depuis chez lui. Coucou Henri Noguès. Bonjour. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Merci à vous d'être là. Oui, c'est un plaisir pour moi de retrouver et une ancienne collègue, Caroline, et une ancienne étudiante, Peggy. Et je réfléchissais, mon premier contact avec l'URIOPS Pays de Loire remonte à 39 ans. Ok, d'accord, j'étais pas née, moi. Avec le docteur Berthaud. Allez, on vous retrouve tout à l'heure. Henri, vous pourrez intervenir à plusieurs reprises. C'est parti pour notre première séquence, on va parler santé. Bon, on se règle sur nos changements de plateau, les uns qui partent, les autres qui rentrent. On va accueillir 2 personnes. Cathy Lemoine, tout d'abord. Bonjour Cathy. Bonjour. Et puis Anne-Cécile Fourage. Vous voilà. Il y a beaucoup de femmes, comme d'hab, à l'URIOPS. Il y aura beaucoup de femmes sur ce plateau. Je signale juste, parce que vous vous interrogez peut-être sur... on ne porte pas nos masques quand on parle, mais dès qu'on circule, tout le monde a son masque. Et il se trouve qu'en plateau, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on est hyper espacés. Donc on est vraiment dans le respect des règles sanitaires ici, dans les studios de Lille, à Nantes, sur l'île de Nantes. Quel accès pour chacun en termes de santé? Alors, on va en parler avec vous. Cathy, je redis, vous êtes administratrice à l'URIOPS, vice-présidente qui a rempilé, si je puis dire, lors du dernier CA, directrice de l'association Chanteclair qui intervient dans la protection de l'enfance en Mayenne. Rapidement, Chanteclair, ça gère combien d'enfants de prise en charge? Alors, 850 jeunes, 140 salariés et une intervention sur tout le territoire de la Mayenne. Une grosse, belle structure. Ouais, on peut dire ça. Ouais, dans le dispositif, une structure importante. Ouais. Anne-Cécile, conseillère technique à l'URIOPS. Votre domaine, votre spécialité, c'est quoi? Sur le champ des politiques médico-sociales à l'URIOPS. Ça tombe bien. On va parler de santé, mais au sens très large. La santé, les santé, je ne sais pas si ça se dit, mais finalement, c'est comme ça qu'il faudrait le présenter. L'accès aux soins, aux consultations, mais l'importance du lien social aussi dans la santé. Tout ça a été très bousculé, manifestement, pendant la crise. Et quand on a préparé l'émission, Cathy, vous m'avez dit, c'est quand même impressionnant comment on a dû s'adapter très vite à ces questions-là. Concrètement, ça donnait quoi?
ce besoin d'adaptation? Concrètement, un peu saisi et en même temps, cette haute nécessité de prendre soin qui a toujours guidé un peu l'adaptabilité. Et finalement, le fait d'être saisi fait qu'on ne se pose pas de questions. On y va, on fait. On a eu affaire à des salariés très engagés qui très vite ont remanié l'accompagnement et très vite ont perçu que finalement l'arrêt de tout le reste nous a obligés à d'autant plus prendre soin du côté des jeunes, du côté des familles. Et ça a quand même permis un recentrage sur les missions professionnelles qui a été plutôt de grande qualité et plutôt bien vécu par les professionnels. Mais en même temps, vous me confiez à l'oreille, à quel prix quand même? Mais à quel prix? Parce qu'avec quand même un stress, une pression supplémentaire, la question de la santé, elle est là aussi. Quand des professionnels sont malmenés... Oui. Alors, il y a eu, on va dire, deux vagues, c'est très à la mode ce terme, on va dire quelque chose de très fondateur chez les professionnels, plutôt en maison d'enfants et plutôt en accueil chez les assistants familiaux. Je vais parler un peu protection de l'enfance, où là, pour le coup, ils ont plutôt apprécié qu'effectivement, on se ressente sur les missions premières. Même s'il y avait du risque, même s'il y avait de la crainte, même s'il y avait du mouvement, il y a eu quelque chose du sens du travail qui s'est renoué. Par contre, on a eu de l'autre côté, plutôt côté accompagnement milieu ouvert, donc les professionnels qui vont au domicile des familles, qui ont dû devoir évaluer via webcam, via écran, et avec ce sentiment de haute responsabilité de comment on va pouvoir garantir cette santé demain quand les portes vont se réouvrir. Donc là, un vrai stress au travail, une vraie difficulté et un vrai engagement qui s'est repensé pendant le confinement. Dans cette partie d'introduction de la séquence, Anne-Cécile, qu'est-ce que vous avez constaté vous aussi, vous êtes en lien en permanence avec les acteurs et les institutions aussi, sur ce thème de la santé du jour au lendemain, pouf, 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 tout a été bousculé. Quelles ont été les premières difficultés identifiées? Alors, les premières difficultés, c'est à faire valoir en fait la nécessité pour tous qu'on soit acteurs au quotidien, engagés sur la dimension sociale, la dimension médico-sociale, la dimension sanitaire, d'être reconnus à la hauteur en fait de cet engagement au quotidien. Et là, ça a été la question des mesures en fait de protection individuelle, tant pour les professionnels que vis-à-vis et pour les usagers. Vous voulez dire l'énorme pataquès autour des masques, par exemple, de protection. Je dis le mot est un peu trivial, mais clairement c'était ça. Tout à fait. Ça, c'était la première difficulté dans l'accès à la protection et à la santé. Voilà. Exactement. Et donc, avec des discours qui ne permettaient pas d'avoir un cadre clair et sécurisant pour tous, en fait, dans cet engagement dans l'urgence, en fait. Donc, toute cette dimension d'innovation, de travail vraiment sur mesure au plus près des territoires, sur des dynamiques de coopération, de liens solidaires, en fait, avec l'ensemble des acteurs qui interagissent. Ça a été vraiment un aspect très, très fort qui a fait que finalement, à défaut de réponse par des mesures en fait nationales ou régionales ou même territoriales qui répondent à cet enjeu en fait de sécurité, on a créé, on a tissé en fait ces liens pour répondre aux besoins des personnes les plus isolées, qu'elles soient à domicile, mais également en établissement. Pourquoi je me dis naïvement, pourquoi on se pose la question de l'accès à la santé alors que, franchement, pendant cette crise, tout a été mis sur la santé. On n'a parlé que de santé. On n'a pas parlé beaucoup de social dans la gestion de la crise, on n'a parlé que de santé. Donc, on pourrait se dire, mais finalement, les personnes même les plus fragiles, les professionnels, ils ont eu accès à la santé habituelle. Voilà, je le dis naïvement encore une fois, mais Cathy est là même avec votre casquette administratrice, avec une vision plus transversale. Ça n'a pas été le cas. Il y a vraiment eu un ralentissement d'accès aux soins, d'accès, on l'a dit tout à l'heure, à la protection. La difficulté, c'est que parler santé et dire que la santé est une priorité n'a jamais rendu l'accès facile. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on dit que c'est une priorité que nécessairement tous les moyens ont été mis à l'œuvre pour rendre ça prioritaire. Donc on va dire qu'il y a eu les besoins fondamentaux très crise sanitaire et très Covid et Covido-dépendants qui ont été mis en place, mais avec un peu de temps et de timing. Il faut dire que toute l'action sociale, quelque chose qui va peut-être sembler banal, mais nous n'avons pas, par exemple, dans nos fournisseurs, l'habitude de travailler avec des fournisseurs de masques. Ne serait-ce que ça, nous a mis dans des difficultés et des délais d'obtention de masques très longs, alors que nous sommes dans l'exercice d'une continuité de service en permanence 365 jours. Et vous n'êtes pas réunis pour le faire, pour passer des commandes groupées, quoi. Si. Alors on a fini par le faire, mais c'est l'effet de la saisie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est saisi, on joue quelque chose de l'ordre de la survie. C'est très symbolique cette affaire-là, mais c'est ça qui se joue. Et sans doute que ça anesthésie un peu la pensée, mais très rapidement, et surtout via les unions, les fédérations,
et moi je salue le travail de l'URIOPS qui a été fait, ça a permis ce regroupement, ces interrogations, ces interpellations et des vrais élans solidaires entre établissements qui ont été très chouettes. Mais dire que la santé est une priorité n'a jamais été quelque chose qui a rendu les moyens à la santé. D'autant que, quand même, il y avait déjà un déficit de certains moyens avant. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de miracle pendant la crise. Vous me donniez l'exemple, Cathy, du désert médical en pédopsie sur votre territoire. Là, hein. C'est peut-être, il y a une inégalité de territoire. Vous pourrez nous le détailler aussi, Anne-Cécile. Mais typiquement, ce désert-là, il n'a pas disparu. Hein, et ce n'est pas parce que effectivement, la santé, d'un seul coup, est une priorité par rapport à une épidémie qu'on résout et qu'on a plus de moyens. Ça a catalysé les difficultés, ça les a zoomées, ça nous a rendus d'autant plus solidaires, mais je dirais qu'intrinsèquement, on l'est déjà. Ça a obligé à inventer, à bricoler, mais la question santé, elle a ses limites sur le bricolage. Autant sur la question de l'accompagnement, on peut construire des choses, on peut innover. Sur la santé, le prendre soin sur un plan sanitaire, c'est quelque chose de nettement plus compliqué. Donc chacun a fait ce qu'il a pu, a bricolé avec, on va dire au sens noble du terme, mais avec les limites que l'on a pu rencontrer, qui ont été générateurs de stress. Parce que ça a un petit côté apprenti sorcier quand même. Anne-Cécile, alors on l'a vu... La coopération, elle est intéressante. Il faut créer du lien, il faut créer des occasions de faire ensemble, de faire que les uns les autres se parlent. C'est pas nouveau. C'est un gros boulot que vous menez à l'URIOPS, voilà. Est-ce que là, ça s'est vraiment accéléré ? Alors ça s'est accéléré parce qu'il y avait cette nécessité de répondre aux enjeux RH sur des territoires. Donc on a pu avoir des plateformes qui, à l'initiative en fait d'acteurs associatifs, ont pu se constituer avec un aspect aussi transversal très riche en fait de cette réponse aux besoins en ressources humaines, mais la nécessité aussi de créer ces ponts avec le sanitaire. On pense à toute la dimension des équipes mobiles en appui qui pouvaient au niveau réglementaire être très anglais sur un soutien à l'hôpital, mais avec cette nécessité aussi d'ouvrir ses portes vers le social, vers le médico-social pour permettre à ces spécialistes, en fait, ces experts, d'être en soutien en fait, des professionnels de terrain. Je pense également au rôle extrêmement important des structures régionales d'appui et d'expertise et le fait que l'ARS nous ait permis en fait de les solliciter pour créer de l'outillage ad hoc pour le public lutte contre les exclusions, pour le public de la protection de l'enfance, ça a enfin en fait permis d'ouvrir en fait le champ des possibles et de permettre cette acculturation avec la nécessité aussi de penser la prévention qui est essentielle aujourd'hui. Et en même temps, vous disiez, il y a des trucs qui ont moins bien fonctionné. Par exemple, une espèce de... vous me parliez de démocratie en santé. C'est intéressant, le fait que dans des établissements, les CVS et donc les familles, etc., n'ont pas été forcément ou systématiquement associés aux décisions. Les décisions, elles sont venues d'en haut, mais ça... on ne révèle rien à personne. Et du coup, c'était compliqué à mettre en place, à ce que chacun se les approprie. Et ça a été violent, en fait. Ça a été très violent. Et ça a des conséquences sur la prise en charge, ça a des conséquences sur l'état des personnes qu'on accompagne. Et sur le lien entre un établissement, un directeur d'établissement et les familles de résidents en EHPAD. Mais ça a un enjeu également en termes de démocratie sanitaire à l'échelon régional. On pense notamment à la CRSA qui a cette mission aussi de réunir en son sein les différents acteurs du champ du soin au sens large. Et bien, le fait de ne pas avoir eu ces espaces en fait d'alerte justement sur l'enjeu de permettre à cette démocratie sanitaire de se vivre au plus près des terrains, et ben ça a fait défaut et ça a permis voilà, aujourd'hui de se mobiliser davantage sur cet axe. Et il y a la nécessité en effet de redonner au Conseil de la vie sociale en fait toute sa dimension à la fois d'information, d'être aussi il faut le faire vivre, il faut lui donner la place qu'il mérite, quoi. Exactement. Il nous reste 5 minutes sur le thème de la santé. Je vous rappelle, à vous qui nous regardez, que vous pouvez intervenir, poser vos questions, apporter vos commentaires, vos témoignages aussi, vos coups de cœur, de gueule, ce que vous voulez. Là, je vois rien, moi, pour l'instant. Donc, je ne sais pas, vous êtes peut-être encore pas bien réveillés, mais on attend votre participation. N'hésitez pas, parce qu'après, sur la santé, ça sera presque un peu trop tard. Ah, ben voilà. Non, j'ai rêvé, il n'y a pas de question. C'était une blague. Une fois qu'on a dit tout ça, maintenant, vous l'avez dit, Cathy, on va rentrer dans une deuxième vague. On y est et on nous l'annonce. On a bien compris qu'on n'était pas sorti de cette affaire-là. Est-ce que vous vous dites, OK, bah ça y est, c'est bon, tout le monde a compris, donc ça va être différent. Ça va être géré différemment et notre secteur, du point de vue de la santé,
il va être pris en compte et on ne refera pas les mêmes erreurs. Bon, je ne voudrais pas ternir l'ambiance, hein. Mais il me semble que c'est pas tant qu'on refera les mêmes erreurs, mais qu'on n'a pas forcément plus évolué, parce qu'on a un peu l'illusion du temps qui passe, qui fait apprentissage et qui nécessairement va faire que ça y est, on sait. Sauf que je ne sais pas si on sait, et je crois qu'on ne sait pas, et je crois qu'on n'a toujours pas les moyens de le savoir. Et que moi, je suis très inquiète des impacts Covid, notamment sur la question santé, à bas bruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire, regardez, on a déconfiné, regardez comment les choses finalement se sont bien passées, parce que le c'est bien passé, ça se base sur on voit rien en fait. Sauf que les traumas à bas bruit chez les tout petits, ils seront répercutants d'ici quelques temps, et c'est pas maintenant qu'on va le voir. C'est pareil pour les familles qui se sont vues privées d'autorité parentale très rapidement, qui ont dû mettre à bas les visites médiatisées, les droits de visite. C'est des gens qui se sont vus vraiment devoir concéder à tout ça pour des raisons sanitaires, mais qui se sont privés du lien propre avec leurs enfants pour pouvoir concéder à ça. Et ça, je crois que ça va avoir un effet, et je ne suis pas sûre que la seconde vague, maintenant on sait, donc on va y aller, et les choses sont simples. Je ne crois pas ça. Je pense qu'on pourrait, il y a les mêmes constats à faire dans d'autres secteurs. Dans le secteur du handicap, j'imagine qu'on peut se poser les mêmes questions. Donc voilà, on n'a pas résolu. On a appris des choses de la crise, mais ça ne veut pas dire qu'on a apporté et qu'on est prêt à trouver des solutions. Là, pour, Je pense que la crise, elle a révélé des choses qui étaient en toile de fond, ou en lame de fond, sur le secteur social, sanitaire et médico-social. On voit bien que le Ségur de la santé, par exemple, focalise énormément sur tout ce qui est de la fonction publique hospitalière, et à aucun moment ne pense le prendre soin du côté du social et du médico-social. De toute façon, globalement, alors, Laurence Broveis de l'ARS sera là en fin d'émission. On pourra lui poser la question, mais toute la gestion de la crise a été très hospitalo-centrée finalement. Donc c'est vrai que le médico-social a été un petit peu oublié. Un peu l'angle mort de politiques. Voilà, mais ça, on va en parler dans une autre séquence. Est-ce que, Anne-Cécile, dans vos liens avec les adhérents, avec les structures, vous avez entendu, et là vraiment de manière très concrète, qu'effectivement, de manière générale, on pouvait dire que dans certains secteurs, pour certaines personnes accompagnées, que ce soit dans la grande exclusion, le handicap ou autre, il y a eu une santé dégradée. On peut aller jusque-là ou c'est vraiment là, moi, qui cherche les problèmes, quoi. Non. Je pense qu'on était dans une logique en fait domiciliaire qui était très prégnante au niveau des politiques publiques et qu'on pouvait revoir à l'écrit au niveau du projet régional de santé, dans sa déclinaison territoriale, au niveau des schémas d'action sociale et médico-sociale. Et on s'est retrouvé en fait avec des grands oubliés tels que les services d'aide à domicile, les services de soins infirmiers à domicile, les centres de santé qui aujourd'hui peuvent apporter en fait, être vraiment ressources sur des opérations en fait en interne des établissements et services sociaux et médico-sociaux, surtout l'axe en fait dépistage. Voilà, donc le défaut finalement de reconnaissance de la singularité de ces interventions et de la nécessité d'être encore davantage finalement proactif sur cette mission en fait d'accompagnement en fait des acteurs dont finalement nos partenaires institutionnels sont ressources. Donc voilà la nécessité de penser notre système dans cette globalité de la diversité aussi des typologies d'établissements et services qui ont tous en fait un rôle à jouer majeur auprès des publics vulnérables. Ce qui veut dire que dans cette rentrée sociale, l'URIOPS, là je parle à la vice-présidente, alors Caroline et Urbain et Peggy Janot nous l'ont dit tout à l'heure, mais voilà, parmi les priorités, parmi les enjeux, il y a aussi ces questions-là, c'est-à-dire de se faire entendre et de faire avancer là, des dossiers majeurs de fond pour venir soutenir les structures. C'est une vraie préoccupation avec une logique qui s'est installée, qui consiste à penser le coût social, là où je pense que l'URIOPS a travaillé sur l'investissement social, parce que les enfants, les ados et les adultes d'aujourd'hui seront de grands adultes et de plus grands adultes demain. Et quelle philosophie d'action sociale on a tous envie d'avoir et de partager dans ce monde un peu difficile ces derniers temps, et que dire qu'on se préoccupe des plus vulnérables, c'est aussi penser une évolution de chacun dans les meilleures conditions qui soient, parce que je pense que la société, elle doit tout à chacun. Et je pense que vous avez tous vu les premiers résultats de la grande enquête socio- et épidémio-EPICOV menée entre autres par l'INSERM sur un échantillon très représentatif de la population de 135 000 personnes.
qui conclut quand même que cette crise, très clairement, toutes les catégories de population fragiles, économiquement, socialement ou par la maladie, ont été bien plus lourdement impactées à tous les niveaux, en termes de santé et au niveau social. Donc, la question, elle est majeure et ça serait bien d'enrayer ça, en fait. Vous avez senti que j'arrivais à la fin, là. Merci à vous, Anne-Cécile et Cathy. On va continuer dans nos sujets. On va parler d'innovation parce que finalement... Attendez avant de sortir, les filles, parce que sinon, vous allez me passer devant.